Bonsoir et bienvenue dans la bande. Ce soir, c'est une édition spéciale consacrée au 9e Festival international de l'image sous-marine de Nouvelle-Calédonie. Ce festival, ce sont 147 œuvres en concours, des clips, des courts-métrages, mais surtout et avant tout, de belles rencontres. C'est du 23 au 27 mai. Tout de suite, on rencontre Gilles Kebaili, le président d'honneur de ce festival. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée au 9e Festival international de l'image sous-marine de Nouvelle-Calédonie. Et nous avons donc l'honneur de recevoir sur ce plateau Gilles Kebaili. Bonsoir Antoine. Bonsoir et merci de nous recevoir. Vous êtes donc réalisateur de documentaires, spécialiste du monde sous-marin. Vous avez notamment travaillé pendant 25 ans sur l'émission Ushuaïa Nature avec Nicolas Hulot. Et puis, vous avez aussi sillonné tous les océans. Vous avez notamment participé à des expéditions, mis en place des expéditions scientifiques avec Gombessa 1 et 2. Et puis, je crois même que c'est une trilogie sur le fameux Sélincante, poisson préhistorique. Vous avez aussi sillonné l'Antarctique. Enfin, les déserts. Les déserts aussi. Donc voilà, vous avez... toutes les latitudes, on va dire. En 25 ans, avec Nicolas Hulot, c'est vrai qu'on a fait le tour de la planète plusieurs fois. Toutes les latitudes. La glace, le désert, les atolls. Et puis il se trouve qu'on était à peu près 5 réalisateurs. Et moi, mon cœur a basculé plutôt dans le Pacifique, on va dire. Donc j'étais un peu le spécialiste, entre guillemets, de tout ce monde ilien, les îles du Pacifique, la Polynésie, la Mélanésie, notamment. Donc moi, j'ai une histoire très forte avec cette région du monde. Alors justement, vous nous faites l'honneur d'être le président de cette 9e édition. Pourquoi avoir accepté l'invitation et surtout ici en Nouvelle-Calédonie pour ce festival? Je dois beaucoup à la Nouvelle-Calédonie. Je suis venu ici pour la première fois en 92. J'ai fait un premier film, c'était pour Ushuaïa d'ailleurs. Ushuaïa Magazine de l'Extrême m'ont présenté des petits courts-métrages chargés d'adrénaline et j'avais été marqué quand même par cet accueil en tribu puisque j'étais à Dokine, à Lifou, et je découvrais cette coutume, je découvrais cet univers, peuple premier, peuple racine. Et j'ai eu envie de revenir évidemment parce que ce n'était pas le sujet du départ, mais en le découvrant, on a envie d'aller plus loin dans notre découverte. Donc oui, à la Nouvelle-Calédonie, je dois beaucoup. Je suis resté 2 mois et demi, juillet, août. Je devais filmer aussi les baleines qui arrivent dans cette baie magnifique. C'est fort pour moi parce que ça a correspondu à la naissance de mon premier enfant, ma première fille, Swan, qui a exactement le même âge puisqu'elle est née en 92. Et à peine sortie du ventre de sa maman, je suis venu en Nouvelle-Calédonie pendant 2 mois. Donc, grande frustration, mais en même temps, voilà, je suis un peu le bébé, moi, de la Nouvelle-Calédonie et j'ai été adopté par cette tribu de Dokine. Alors revenons au festival. Il y a pas mal de participants cette année. Le festival prend de l'ampleur d'année en année. Vous, qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous comptez découvrir et comment... Voir comment les talents ont évolué ici, parce qu'on a vécu une transformation de la technique de prise de vue, de l'argentique au numérique. Et ça a créé beaucoup de vocations. Donc il y a beaucoup d'images qui sont faites à travers le monde et je suis convaincu que les Calédoniens s'y sont mis également et ils ont un tel laboratoire ici qu'ils ont forcément beaucoup de choses à nous montrer. Ils sont sur place, donc forcément pour moi c'est en même temps une source d'inspiration puisque je suis évidemment un peu toujours à la recherche de sujets, donc je prêche pour ma paroisse, mais voilà, je viens chercher l'inspiration auprès de mes jeunes compatriotes qui sont ici et puis m'émerveiller parce que évidemment en métropole, moi je ne viens pas ici tous les ans, je viens ici tous les 5-6 ans, donc j'ai toujours une petite frustration de ces lagons et de ce monde sous-marin, donc je viens redécouvrir ce lagon. Et alors ce n'est pas qu'un festival de photos et d'images sous-marines, de vidéos, c'est également le témoin d'un monde à part, à partir du moment où c'est rendre l'invisible visible entre guillemets. Oui, évidemment, sous l'eau, c'est difficile. Et c'est assez paradoxal, puisqu'on est dans un pays où on dit que ce sont des gens de terre ici. Or là, on fait un festival sur la mer. Et je pense qu'il y a beaucoup de Mélanésiens qui ne connaissent pas forcément ce qu'il y a devant leurs yeux, pratiquement. À force, oui, à force d'images, on le voit. Mais je trouve ça intéressant de montrer l'envers du décor et de rentrer dans les profondeurs de l'océan pour y découvrir des spécimens exceptionnels. Laurent Balesta, avec qui je travaille, a découvert des espèces ici ou redécouvert des espèces comme cette algue gigantesque qui a été vue à Lifou et photographiée pour la première fois à Lifou. On ne l'a vu qu'ici. On a voyagé à travers le monde et on n'a jamais vu ça ailleurs qu'ici. Donc oui, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir.
Au travers de vos nombreuses expéditions avec Ushuaïa, vous nous avez montré la beauté de nos environnements, mais j'imagine que ces aventures, et comme ce que vous racontiez à l'instant, ont marqué quand même une grande partie de votre vie. Et puis c'est des milliers de plongées, c'est des millions d'heures passées sous l'eau, enfin des milliers. Moi j'ai commencé avec Nicolas, j'ai 25 ans. Ouais. J'en ai un peu plus de 50 aujourd'hui. Donc en gros j'ai passé un quart de siècle avec lui à tourner autour de la planète. À 25 ans, on est encore plein d'envie et puis encore malléable, on doit se forger des opinions. Et évidemment, on a forgé notre conviction écologique, forcément. On a tellement été témoin de choses à travers la planète que pendant 25 ans, on a développé une philosophie et un engagement autour de l'écologie et de la préservation de cette planète. Donc oui, ça m'a transformé, clairement, ces voyages. Comme je dirais à tout le monde, tous les voyages transforment, tous les jeunes devraient le faire. Ils n'auront pas forcément la chance de vivre 25 ans avec un personnage comme Nicolas Hulot qui donne la chance de voyager, mais au moins aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, voilà, c'est le minimum. Et justement, Gilles, avec Ushuaïa Nature, quel rôle vous avez joué dans cette émission? Alors, Ushuaïa Nature a eu plusieurs périodes. Il y a eu le magazine de l'extrême qui était fait pour les adolescents, j'allais presque dire, qui réclamaient de l'adrénaline. Donc c'était du sport extrême. Et j'étais opérateur, chef opérateur. J'avais la caméra à l'épaule, tout simplement. Ouais. Et là, je suis devenu réalisateur de l'émission Okavango qui durait 90 minutes. Avant, il faut savoir qu'on faisait que des 10, 12 minutes, 5 minutes. C'était des clips sportifs, en quelque sorte. Et d'un seul coup, on est passé au format supérieur 90 minutes. Et Okavango s'est arrêté pendant 1 an et a repris sous le nom Ushuaïa Nature. Mais c'était le même concept, sauf qu'au lieu d'être en Afrique, c'était à travers le monde. Et ça a duré... Et au travers de toutes ces expéditions et de tous ces documentaires, ces reportages documentaires, une anecdote, quelque chose qui vous a vraiment marqué? Il y en a plein. Il y en a forcément plein. Mais moi, il y en a une qui me revient, c'est au moment où on était en Arctique, sur la banquise, c'est-à-dire un sol gelé, la mer gelée, et on vivait dessus. Hein. Évidemment, l'idée, c'était de filmer les ours polaires, les ours blancs, qu'on a eu beaucoup de mal à trouver. En fait, les Inuits m'ont expliqué que ce n'était pas à toi d'aller à l'ours polaire, c'est l'ours polaire qui allait venir à toi. Donc il suffisait de s'installer à un seul endroit. Bref, un soir, l'ours polaire était effectivement là, devant nos tentes. Et donc là, je lance la manip pour aller filmer cet ours polaire avec Nicolas en premier plan. Et l'ours polaire était paisible, sauf qu'à un moment donné, il a commencé à se lever, à nous renifler, à s'approcher. Et j'avais un spécialiste des ours polaires qui nous décryptait un petit peu, qui s'appelle Rémi Marion. Le comportement. Le comportement. Et c'est vrai qu'à un moment donné, l'ours se rapprochait, mais en faisant semblant de ne pas s'intéresser à nous. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas attaqués frontalement. Il se baladait, il virevoltait sur ses 4 pattes, sur le dos, mais progressivement, il poussait dans notre direction. Et là, il y a eu un moment où tout a basculé, où les Inuits et Rémi Marion nous ont dit « il faut décrocher ». Ouais. Il y a un des caméramans qui n'a pas voulu sortir. Il a continué à filmer. Et tout le monde hurlait, et on voyait l'ours se rapprocher de lui, à 5 mètres, hein, franchement. Et lui, il m'a fait les plus beaux plans d'ours de ce film. Voilà, il y a de la bravoure, mais il y a de la conscience. Hein. C'est un peu à l'image de ce qu'était Ushuaïa. Hein. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là, à sillonner la planète et puis Moi, je suis arrivé à une époque où il n'y avait pas beaucoup d'écoles pour faire ce métier. Et je devais être ingénieur, en fait. Faire une prépa, comme pas mal de jeunes. Et puis, moi, j'ai craqué dès la première année, quoi. J'ai dit, ce métier d'ingénieur n'est pas pour moi. En fait, j'ai rencontré un vieux pote à moi qui n'a pas eu son bac et qui m'a montré ce que c'était que le métier d'assistant réalisateur. Il a poussé 2 énormes portes d'un studio et il m'a montré l'envers du décor, c'est-à-dire celui que les gens ne voient pas, c'est la caméra, les réalisateurs, les comédiens, et j'étais subjugué. J'avais 19 ans, donc je ne peux pas dire que j'étais passionné avant 19 ans, mais à partir de là, je l'ai été. Et puis j'avais cette capacité de travail. Quand on veut être ingénieur, en général, on passe quelques heures à résoudre des problématiques et j'avais envie de les résoudre. Et quel homme êtes-vous, entre guillemets? Naturaliste, écologiste ou tout simplement un passionné de l'image ou tout à la fois? Alors, je suis surtout un autodidacte parce qu'à mon époque, il n'y avait pas beaucoup d'écoles pour faire ce métier-là. Je suis même arrivé, la vidéo n'existait même pas. Donc, on était un petit nombre à être candidat à ce métier. Mais la grande chance que j'ai eue surtout, c'est que quand j'ai été à l'armée, j'ai fait le cinéma des armées. Ça existe. En tous les cas, ça a existé. Et je faisais des films pour le ministère des Armées pendant que j'étais en service militaire.
Et il se trouve que j'ai réussi à piquer un peu de pellicule et une caméra. Et j'ai fait un clip sportif, le premier. C'était dans les années 85. Ouais. Et il se trouve que ce film, 4 minutes 30, un clip sportif rock'n'roll, hein, sur un mec qui fait du barefoot, c'est-à-dire du ski nautique pieds nus, ouais. Très rapidement sur le lagon. Et il a été présenté à un festival de la Plagne. Et dans la salle, il y avait un monsieur qui s'appelait Nicolas Hulot. Okay. Et il a vu ce film, il a dit « Mais moi, c'est ça que je veux ». Il est venu me voir, il m'a dit « Est-ce que tu pourrais me le refaire pour moi, pour une émission ? J'ai envie de monter une émission qui s'appellerait Ushuaïa ». Et là, tout a démarré et je ne l'ai plus quitté. Gilles, l'aventure avec Nicolas Hulot Ushuaïa a duré 25 ans. Et ensuite, vous avez mis en place des expéditions scientifiques, notamment Gombessa, une trilogie, je crois. Et Gombessa 1, ça parle du sélincante, un animal préhistorique qui a plus de 300 millions d'années, 380 millions d'années. J'imagine que ça a mis du temps à préparer ce genre de film, une dizaine d'années, parce que c'est des plongées profondes. À plus de 100 mètres. C'est surtout l'œuvre de Laurent Balesta, très sincèrement, à qui il faut rendre hommage. Une autre rencontre alors du coup, aujourd'hui vous travaillez ensemble. Que j'ai rencontré sur Ushuaïa, puisque c'était le compagnon aquatique de Nicolas Hulot. C'est lui qui l'accompagnait, puisqu'il est biologiste marin et photographe. Et quand Nicolas s'est arrêté, pour faire de la politique, et ben on s'est trouvé un petit peu orphelins, nous les réalisateurs. Plus d'Ushuaïa, plus d'émissions, mais il y avait des compétences. On a voulu continuer avec Laurent. Gilles, je vous propose de regarder un extrait, on en parle après pour parler un peu de l'envers du décor. C'est difficile d'expliquer ce qu'on ressent chaque fois qu'on se retrouve en haut de ce canyon, dont on connaît d'ailleurs que la partie haute. C'est comme si un alpiniste ne connaissait que le sommet de ces montagnes, en fait. Et puis la recherche qui commence, quoi, le chronomètre qui tourne, où chaque minute compte et où il faut détecter la trace de la légende vivante le plus vite possible. Gilles, on vient de voir un extrait époustouflant, si je peux dire. C'est un peu l'apogée du film, la rencontre avec l'animal et l'homme. Vous pouvez nous parler un peu des conditions de tournage et surtout la volonté d'avoir voulu faire ce film, pardon. La volonté, c'est celle de Laurent, bien sûr, parce que sur les bancs de l'amphithéâtre, quand on fait des études de biologie marine, il y a un Graal, il s'appelle le sélacanthe. C'est un animal exceptionnel, voilà, qui nous rappelle nos origines, puisque c'est le premier poisson à être monté sur Terre et à conquérir la planète, tout simplement, de manière terrestre. Il faut, pour le trouver, plonger à 120 mètres en Afrique du Sud. Partout ailleurs, il faut plonger à 300 mètres, ce qui est impossible. Donc il n'existe qu'un seul spot pour le faire avec des hommes, c'est en Afrique du Sud. Et ce n'est pas Laurent qui l'a trouvé, c'est un ami de Laurent qui a trouvé ce spot, et Laurent a décidé de faire un film là-dessus, parce qu'il connaissait sa capacité à lui de pouvoir descendre si profond, à 120, 150 mètres. Parce qu'il se trouve qu'à 120 mètres de profondeur, il y a des grottes, beaucoup de grottes sur la planète. Et le sélacanthe, que l'on croyait disparu, hein, on pensait qu'il n'existait plus sur Terre. Il a été redécouvert il y a 50 ans, simplement dans des filets de pêche. Mais on avait si peu découvert qu'effectivement, on savait qu'il était dans des grottes. Mais il n'y avait que des sous-marins pour aller le voir. Et pour la première fois, Laurent y allait face à face. C'est plus facile quand on n'a pas de sous-marin de rentrer dans la grotte et donc de le filmer. Et on est beaucoup plus mobile. On peut commencer à avoir des manip
scientifiques autour du sélacanthe, du prélèvement d'ADN, les mesurer. Donc là, on rentrait dans une phase plus de protocole scientifique et pas uniquement de découverte. Voilà. Mais l'hommage est à rendre aussi aux hommes qui, pour faire cette exploration-là, passent 20 minutes à 120 mètres, mais passent 5 heures en décompression pour remonter. Donc en gros, chaque jour, on était 6 heures dans l'eau. Enfin, eux étaient 6 heures dans l'eau parce que moi, j'étais 6 heures sur le Zodiac. J'imagine aussi qu'à 120 mètres, le corps change ou pas du tout? C'est surtout l'esprit, le mental? Alors, physiquement, on subit des choses, évidemment, puisque le sang se transforme, il se charge. La combinaison finit par nous compresser. On voit même ses veines pratiquement à travers la combinaison, tellement la combinaison est écrasée. Et qui est quand même épaisse parce qu'à 120 mètres, heureusement, l'eau était à 25 degrés, donc au niveau de la température, ça allait. Ce n'est pas les moins 2 degrés des glaces. Hein. Donc on pouvait y rester, c'est plus simple. Mais en tous les cas, physiologiquement, on ressent des choses. Mais surtout, c'est mentalement qu'il faut se dire qu'on n'a pas le droit de remonter. Sinon, on est mort, quoi. En gros, ils savaient qu'en s'immergeant, il fallait absolument qu'ils respectent ce palier. En fait, il n'y a pas eu de problème. La seule chose qu'on devait leur apporter, finalement, c'était de l'eau et à manger pendant les 5 heures où ils étaient sous le Zodiac à 6 mètres en attendant de pouvoir remonter. Donc ça s'est bien passé. Gilles, en tant que réalisateur, j'imagine que découvrir le sélacanthe, c'est un moment magique, une intensité. Je le vois, on l'a vu aussi, pardon, vous avez joué sur la respiration, le son. À un moment, les plongeurs, on entend que leur respiration qui est assez rapide, donc il y a l'adrénaline, l'émotion. Tout ça, ça joue pour transmettre des choses. On pourrait mettre de la musique, on pourrait mettre un commentaire off, mais j'ai voulu pour cette séquence-là créer une sorte de silence, le silence dans lequel se trouvent plongés les plongeurs eux-mêmes, parce qu'on entend beaucoup de choses quand on est plongeur, on entend sa respiration, on entend presque son cœur battre. Moi je dis que parfois on se sent transpirer, tellement l'émotion est forte, et pour ne pas polluer ce que le public pourrait ressentir s'il était à la place de ces plongeurs-là, je l'ai laissé de manière très sobre et que le public s'approprie lui-même l'émotion qu'il a envie d'y mettre. Mais pour ça, il faut savoir qui est le sélacanthe. Parce que si on ne sait pas qui est le sélacanthe, on peut se dire que c'est un gros mérou. Ouais. Donc il n'y a pas d'émotion. Donc au début, avant cette séquence-là, il y a une demi-heure de mise en bouche de mais qu'est-ce qu'on va voir ouais. Quel est l'animal qu'on va voir Dites-vous bien que ce n'est pas n'importe quel poisson. C'est un poisson qui n'a pas les mêmes nageoires que les autres. Et il avait un poumon, il a une tête reptilienne, il a des caractéristiques de dinosaures qui n'existent plus sur la planète. C'est le seul. Et il y a un endroit où on peut le voir, c'est là. Et vous avez préparé cette expédition pendant très longtemps. Vous avez mis les moyens, les jours de tournage, ça a duré près de 4 semaines. 5 semaines. 5 semaines. Mais est-ce qu'il était au rendez-vous tous les jours? Alors voilà, non, l'anecdote, c'est un peu ça. C'est que la séquence qu'on voit, c'est un peu ce qui nous est arrivé. C'est exactement ce qui nous est arrivé sur le tournage. C'est-à-dire qu'on l'a vu très rapidement, puisqu'il y avait cette grotte. On s'est dit, tout va bien, on va faire le plein d'images, en quelque sorte, pendant 5 semaines. C'était les premiers jours. On avait encore 4 semaines devant nous, sauf qu'on ne l'a plus revu. Il avait totalement disparu. Okay. Est-ce qu'on l'avait dérangé? Ce n'est pas impossible. Hein. C'est pas impossible. Il faut avoir un peu cette humilité-là. Ouais. Mais heureusement, au bout de 4 semaines, la dernière semaine, même les 3 derniers jours, il est revenu. Ce qui, moi, m'a arrangé en tant que réalisateur pour construire mon histoire. Mais ça a été un vrai cadeau parce que ça a créé toute la dramaturgie du film. Évidemment, je m'en suis servi. Tous les soirs, je réécrivais le scénario. Je ne m'étais pas fait à l'idée que je ne le verrais plus, le sélacanthe. Je m'étais dit, c'est super. Donc j'avais un super scénario, bien ficelé. Sauf que là, il a fallu au montage reconsidérer l'histoire. Et c'est ce qui a fait la force de ce film, je pense, parce que tout le monde vit ce moment-là. On le voit, de l'euphorie, de la déception et une histoire qui se termine bien. Ce soir, Gilles, en ouverture de festival, vous allez nous présenter Le secret des atolls. Pourquoi avoir choisi de montrer ce film aux Calédoniens? Ce film, c'est une longue histoire. C'est un peu l'histoire de ma rencontre avec Laurent Balesta, que j'ai rencontré sur Ushuaïa, comme je l'ai dit, il y a plus de 15 ans. C'est lui qui m'a révélé l'histoire de cette petite larve, c'est-à-dire un cycle biologique exceptionnel que je ne connaissais pas et je pense que peu de gens connaissent, très sincèrement. Peu de gens savent comment les poissons se reproduisent. Voilà. D'abord, tous les poissons ne se reproduisent pas de la même manière. Donc, et cette petite larve, elle est particulière, c'est qu'elle opère un voyage. Elle naît dans un atoll, elle va vivre dans un atoll, mais elle part au large parce qu'au large, il y a moins de prédateurs et on a plus de chances de survivre. Donc, inconsciemment, elle s'en va et ses parents s'arrangent pour qu'au moment où il y a la reproduction, le courant l'emporte. Et c'est une histoire de courant, tout simplement.
Mais pendant son voyage, ça a été pour moi le prétexte de revisiter l'ensemble des gros animaux de l'océan et de l'atoll. Donc, c'est un vecteur. Gilles, je vous coupe. On regarde un extrait, on revient tout de suite après. Tout ce qui flotte dans l'océan offre une protection. Même dérisoire, la noix de coco peut servir de refuge. Le requin longimane est le maître incontesté du grand large. Pour lui, tout est source de curiosité. Il est le nettoyeur de l'océan et se nourrit essentiellement de carcasses d'animaux morts. Solitaire et capable de ne rien manger durant des semaines, son métabolisme est parfaitement adapté à cette pénurie de nourriture. Finalement, ni la noix de coco, ni le petit manini ne l'intéressent. Donc Gilles, on vient de voir un extrait, vous nous avez présenté un extrait du secret le secret des atolls. Ouais. On vient de voir une larve, un petit poisson, coller une noix de coco avec un énorme longimanus avant. C'est quoi, vous êtes tombé au bon endroit au bon moment? Incroyable coïncidence. Ouais. Hein, tout le monde se dit ça. C'est fou quand même. Non, alors ça serait formidable. Ouais. Mais sauf que c'est impossible de faire correspondre une larve avec la présence d'un requin, Longimanus. D'abord, la larve est tellement petite, elle est grande comme ça, qu'il a fallu évidemment utiliser la technique pour réimmerger cette petite larve dans des écosystèmes dans lesquels les scientifiques m'ont dit qu'elles étaient. Donc, on ne ment pas. La larve est là, sauf que moi, je n'étais pas là au bon moment. Donc, il a fallu que je triche un peu et qu'on filme une petite larve dans un aquarium avec ce qu'on appelle un fond vert, comme la météo, et que je réincruste la petite larve à l'endroit de la noix de coco qui se détache bien. Cette noix de coco, elle est importante parce qu'elle est un peu le symbole végétal de cet animal qui voyage. On le sait tous ici, en plus en Nouvelle-Calédonie, un cocotier, ça fait de la noix de coco qui flotte, c'est une graine qui voyage, exactement comme une petite larve, et elle retrouvera un jour une terre sur laquelle le cocotier prendra. Et bien voilà, c'est cette double histoire parallèle, animal-végétal, qu'on a voulu mettre en place, et à chaque fois qu'on voit la petite larve, en général, on voit la noix de coco. Et ça a été une façon de raconter l'histoire. Justement, avec Laurent Balesta, aujourd'hui, on a la capacité de capturer des images époustouflantes. Avec Laurent Balesta, vous faites de magnifiques images. Est-ce que c'est aussi un peu votre marque de fabrique de rechercher la dernière technologie, ce qui se fait pour être au plus près de... Avec Laurent, on s'est un peu trouvé, parce que lui, il a cette exigence-là technique, avec ses appareils photo, et moi, je l'ai avec les caméras. Et à chaque fois qu'on fait un film, alors oui, il y a un événement naturel, mais on s'oblige toujours à se dire, mais comment on pourrait le capter? Quelle nouvelle image on pourrait offrir au public pour que lui-même se sente investi de l'image et soit subjugué et fasse le buzz en quelque sorte. Donc là, pour le film, le dernier qu'on a fait, on a réinventé une caméra. En fait, ce n'est pas une caméra, c'est 38 caméras autour d'une arche qui fait 4 mètres de diamètre. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Matrix. On le voit souvent en pub, mais on ne l'avait jamais vu sous l'eau, et encore moins avec des requins, pendant qu'ils captent leur proie. Parce que ce qui est intéressant d'un point de vue scientifique, c'est de voir la même action à des endroits différents. Pour tout simplement la détailler, comprendre quelle est la stratégie des autres requins qui s'approchent. Enfin, voilà. Vos expéditions et vos documentaires s'inscrivent aussi dans une démarche scientifique. Qu'est-ce que ça permet pour la science? Est-ce que ça permet à la science d'avancer? Vous les aidez Alors, moi, je trouve que ça permet... D'abord, je pense que la science a le devoir de communiquer. Et nous, on est l'outil de communication. Donc, c'est deux mondes qui se rencontrent. Ça ne sert à rien de faire de la science et de se garder dans le laboratoire. Et nous, sans les scientifiques, on n'a pas beaucoup de sujets. On fait toujours les mêmes sujets. Les scientifiques nous apportent de la matière. Donc, c'est vraiment deux mondes qui se rencontrent. Et ça, c'est intéressant de travailler avec eux. On est un peu leur vitrine et, avec Laurent, on est un peu leur outil. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de scientifiques eux-mêmes qui peuvent aller plonger si profond, poser des capteurs, faire des prélèvements. Donc, Laurent est aussi un outil pour les scientifiques. Lui-même est scientifique, mais c'est un outil surtout pour des professeurs qui ont des théories et qui veulent les éprouver sur le terrain. Gilles, une prochaine expédition, un film en préparation? Il y en a plusieurs. Alors, c'est sûr que j'en ai un qui me tient à cœur, c'est celui qui tournera autour du Nautile en Nouvelle-Calédonie.
qui a été reporté pour certaines histoires, parce que c'est pas si simple, il faut plonger profond, là, vous le savez tous. Mais avec Laurent, oui, on fera un Gambessa 4, voire 5, je pense, puisqu'il y a eu Antarctica, donc c'est le 5e, qui sera consacré au Nautile en Nouvelle-Calédonie et jusqu'aux îles Chesterfield, qui focalisent toute l'attention en ce moment, puisqu'il y a ce fameux grand parc qui est de la mer d'Aquarium. Ouais. Merci Gilles. Merci de me recevoir. Je rappelle que vous serez présent dès ce soir à 20h à l'auditorium de la Province Sud pour démarrer le festival. Absolument. Avec le film Le Secret des Atolls. Le Secret des Atolls et un autre film à 26 minutes qu'on appelle La Genèse qui met en place le film qu'on vient de réaliser qui a été diffusé en avant-première hier devant le ministre de l'écologie Nicolas Hulot d'ailleurs sur 700 requins dans la nuit. Le 9e Festival international de l'image sous-marine de Nouvelle-Calédonie, ça commence dès ce soir et ça dure jusqu'au dimanche 27 mai au Rex. Le rendez-vous est pris. Merci d'avoir été avec nous Gilles et merci à vous de nous avoir suivis et on vous souhaite une bonne soirée sur Calédonia. Bienvenue dans mon royaume. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Lagon. Lagon au pluriel, s'il vous plaît, car ma personnalité est multiple. Avec ceux de ma cousine, la grande barrière australienne, mes récifs comptent parmi les seules structures vivantes visibles de l'espace. Regardez-moi bien. Les coraux qui m'ont donné naissance sont incontestablement de nature biologique. Et pourtant, je mesure environ 800 km des pieds à la tête. Pardon, du sud au nord. Je suis bien vivant. Et je suis immense. Avec mes 40 000 km² et mes 2 récifs principaux, totalisant 1600 km, je détiens les records de la plus longue barrière corallienne continue et du 2e plus grand récif barrière au monde. Mon âge? Je suis encore jeune. Je suis né voici 2 millions d'années, à l'aube de l'ère quaternaire. En ces temps-là, la grande terre de la Nouvelle-Calédonie était bien plus large qu'aujourd'hui. Au cours de ma vie, le niveau de la mer n'a cessé de varier. La dernière fois que la mer a baissé, c'était il y a 115 000 ans. Le niveau marin était alors 130 mètres plus bas qu'aujourd'hui. La grande terre s'étendait jusqu'au récif, et les passes actuelles étaient des embouchures de rivières creusées par l'érosion. Et puis voici 10 000 ans, les glaces des pôles ont fondu à nouveau. La mer s'est remise à monter. Les récifs coralliens se sont construits à raison de quelques millimètres par an, s'empilant les uns aux autres, ce qui a formé mes lagons. Moi, vous savez, j'ai tout mon temps. Si ma mémoire est bonne, vous autres humains avez débarqué en Nouvelle-Calédonie voici 3500 ans. Nous avons tout de suite sympathisé. Il faut dire que mes poissons vous ont nourris. Mes récifs vous ont protégé des tempêtes et des raz-de-marée, et mes beautés vous ont ébloui. Pas étonnant que tant de légendes courent sur mon compte. Considérant mon caractère exceptionnel, la beauté de mes paysages sous-marins et la richesse unique de ma biodiversité, l'UNESCO m'a fait l'insigne honneur de m'inscrire en 2008 sur sa prestigieuse liste du patrimoine mondial. À ce titre, 6 de mes plus beaux sites font désormais partie de l'héritage universel. Les récifs d'Entrecasteaux, le Grand Lagon Nord, la zone côtière nord et est, Ouvéa et Beautemps-Beaupré, la zone côtière ouest et le Grand Lagon Sud. Au sein de mes récifs et de mes mangroves protégés au creux de mes îlots, de mes platiers et de mes herbiers, vit une extraordinaire concentration d'espèces animales et végétales. Une biodiversité unique, sans équivalent sur la planète. Imaginez que 200 km² de mes lagons suffisent à abriter bien plus d'espèces marines que toute la Méditerranée. Chaque année, les baleines à bosse font escale chez moi. Bien à l'abri, elles peuvent se reproduire en toute sérénité. Je suis le protecteur des espèces marines les plus menacées.
Dans mes eaux, sur mes îlots, grands poissons, tortues, mammifères marins et oiseaux de mer vivent en parfaite harmonie. Et pourtant, il m'a fallu 2 millions d'années pour bâtir mes palais de corail. Mais il suffirait de quelques décennies pour tout détruire. Je l'avoue, sous mes dehors de force de la nature, je suis un être fragile et sensible. Tenez la température de mes eaux par exemple. Elle varie en moyenne de 19 degrés à 27 degrés, selon les saisons. 1 ou 2 degrés en plus ou en moins pourraient me mettre en danger. Bah, tu sais, moi, le lagon, c'est une beauté, c'est voilà, c'est quelque chose c'est très riche et c'est nourrissant pour moi. Hein. Non pas seulement pour moi, pour mon peuple, on va dire, que tout est vivant. C'est ça, ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre tradition. Pareil, le pêcheur, quand il va à la mer, on fait toujours une pensée. Hein. Voilà, la mer, on respecte ce qui vit aussi dans l'eau, on ne fait pas n'importe quoi. Notre lagon est très riche, très poissonneux, parce que c'est à cause de ces coraux qui donnent la vie. Je suis un sanctuaire. De même que tous les trésors de ce monde créé par la nature ou les hommes, je suis l'écrin de richesse et de beauté dont vous êtes les dépositaires. Pensez-y lorsque vous viendrez me rendre visite. Je vous attends.